Mec, sérieux, le jerky au porc, mais c'est une tuerie, mec. Je le surkiffe. Ça tombe. Putain, t'es sérieux? T'aurais pu me prévenir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour la première vidéo. Je suis pas tout seul. Théo est avec moi, il est derrière les caméras. Il va aussi me filer un petit coup de main pour animer un peu le débat. Alors, le sujet de cette première vidéo, on a décidé d'aider un peu les débutants. Le sujet, ça va être comment préparer correctement ma première sortie bushcraft. Voilà, vous êtes débutant, vous avez vu des vidéos, vous avez suivi des comptes Instagram, vous avez vraiment envie de vous reconnecter un peu avec la nature. Et pour le coup, c'est bon, vous avez envie de sauter le pas, vous allez préparer votre première sortie. On vous a sélectionné pas mal de points qui devraient être intéressants pour vous, pour préparer une sortie déjà d'une en toute sécurité et puis surtout pour que vous puissiez prendre le plus de plaisir possible. Alors pour moi, vraiment des premiers points le plus important, ça va être le choix du spot. Clairement, pour commencer, évitez de partir loin de chez vous. Ça, c'est un point qui peut paraître un petit peu bateau, mais voilà, si vous habitez en plaine, évitez de faire 3 heures de route et 2h30 de marche avant d'arriver sur votre spot. D'accord ? Là, le principal, ça va être d'être dans un environnement quand même que vous maîtrisez, donc que vous connaissez, avec vos points de repère. Et puis encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous avez l'habitude d'être en ville ou si vous avez l'habitude d'être plutôt dans une région avec beaucoup de forêts, etc. Pour votre première sortie, n'essayez pas de faire de la haute montagne, d'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, l'avantage de faire une sortie près de chez vous, c'est que si ça se passe mal, si par exemple les conditions météorologiques changent, etc., et que vous avez besoin de rentrer, et vous êtes à côté de chez vous, vous prenez la voiture et puis l'histoire est réglée. Ensuite, un autre point qui va être très important, ça va être de privilégier votre session vraiment sur un temps qui va être clément, d'accord ? Encore une fois, s'il y a avis de tempête, intempéries énormes, de la pluie battante pendant 3 jours d'affilée, évitez de partir à ce moment-là. Le but de votre première sortie, c'est de découvrir, prendre du plaisir. Donc forcément, essayez de le faire quand il fait beau et quand c'est forcément le plus agréable. D'accord ? Il y a quelques fous, un peu comme moi, qui aiment vraiment quand on en chie un peu, quand il pleut, quand ça vente. Mais pour une première, je vous le déconseille. Ensuite, quelque chose qui va être important, mais qui va pas forcément être facile pour tout le monde, ça va être d'essayer au maximum, pour ça ou ses premières sorties, de ne pas faire sa session seul. Comme vous le savez, moi j'ai de la chance, j'ai un acolyte qui est tout le temps avec moi. Mais c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Par contre, en termes de sécurité, c'est quand même un gros plus, d'accord ? C'est vrai que si vous vous retrouvez, je dis n'importe quoi, un truc tout bête, hein, mais par exemple, vous vous foulez une cheville, et vous avez quelqu'un sur qui compter, ok ? Si vous avez besoin d'emmener quand même pas mal de matériel, vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas forcément habitué à marcher, etc., et ça va, par exemple, vous permettre de pouvoir diviser en 2 le matériel dans les sacs. C'est aussi un avantage. Et en plus de ça, en termes de budget, si vous partez tout seul, vous serez obligé d'avoir plus de matériel que si vous partez à 2. D'accord ? Par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé au début d'avoir chacun un réchaud. Vous pouvez très bien avoir un seul réchaud pour 2 ou alors qu'une seule poêle. Pareil, au début, vous pouvez vous débrouiller. Si vous avez décidé de couper du bois, de faire du feu... non, je dis n'importe quoi, mais du travail du bois, s'il y a un de vous qui a une hache, pour le coup, il peut forcément la prêter à son pote. Ensuite, quelque chose qui peut paraître un peu logique, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier parce que le contenu vidéo qu'on voit à l'heure actuelle, c'est souvent du contenu sur des longues périodes, c'est-à-dire des 3 jours en solitaire, en pleine forêt, avec construction d'abris, etc. Évitez de partir sur des durées trop longues.
Une première session, c'est pas une session sur laquelle vous allez partir 3 jours de nuit, d'accord? Plus vous allez partir longtemps, plus la difficulté va être élevée, plus vous allez devoir emporter de nourriture et de matériel. Donc je vous conseille au maximum d'essayer de partir une après-midi ou grand max une journée, d'accord? Donc du matin au soir avec pour le coup un repas pour votre première sortie. Autre point important, ça va être de choisir un spot sur lequel vous connaissez correctement la réglementation. Ok, c'est très important. Premièrement, c'est très important pour la nature, mais c'est aussi très important pour vous. C'est jamais très agréable de se prendre une amende, d'accord? Il y a par exemple certains lieux où vous n'avez pas le droit par exemple d'être avec votre chien, ou alors vous n'avez pas le droit de faire de feu, ou vous n'avez même pas le droit de bivouaquer du tout, etc. Si vous avez tendance par exemple à utiliser un drone, et ben pareil, il y a des spots où on n'a pas le droit de faire voler les drones. Donc essayez au maximum de bien vous renseigner sur la réglementation avant de partir, pour votre sécurité et puis aussi pour votre confort pendant votre session. Autre chose, on va avoir besoin pour une première session, enfin en tout cas c'est mon avis, d'un spot qui ne va pas être trop éloigné des sentiers. C'est-à-dire que il vous faut un spot sur lequel vous avez 150, 200, 300 mètres de marche, d'accord, du premier sentier. C'est important, s'il vous arrive quoi que ce soit, encore une fois pour la sécurité, je dis n'importe quoi, vous vous blessez, ce sera forcément plus facile de vous retrouver si vous arrivez à regagner le sentier que si vous êtes vraiment à 2h30 de marche de toute civilisation, quoi. Donc faites attention à ça. Théo, tu vois un autre point ou tu crois qu'on a fait le tour là-dessus? Tu m'avais parlé d'un point tout à l'heure, il me semble que c'était sur le fait de prévenir ses proches. Ouais, pas bête, carrément, t'as raison. Oui, autre point super important, prévenez vos proches du lieu de votre session. C'est très important. Premièrement, vous les prévenez du lieu, mais aussi de la durée, d'accord? C'est-à-dire que si vous dites à vos proches, voilà, je vais partir à tel endroit, je serai rentré pour 19h. Si vos proches ne vous voient pas arriver à 20h, déjà, ils peuvent commencer à s'inquiéter, d'accord? Ensuite, envoyez bien votre localisation. Si vous le pouvez, essayez même d'envoyer plusieurs localisations. Quand je pars sur plusieurs jours, c'est ce que j'essaie de faire avec ma femme, j'essaye vraiment de lui envoyer plusieurs localisations si je bouge. C'est-à-dire que je lui envoie pas forcément que mon point de départ, je lui envoie mon point de départ, puis moi je l'enregistre pour moi, on y reviendra tout à l'heure. Mais ça me permet aussi de pouvoir, en imaginant que je me retrouve perdu ou alors blessé entre deux points, et ben voilà, on pourra se dire... il est sûrement entre les deux et ça va être plus simple de me retrouver vraiment en cas d'extrême urgence, d'accord? Donc je vous le souhaite pas, mais ça c'est des petites précautions à prendre qui coûtent rien et qui sont vraiment importantes. Bon, alors maintenant, le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est un point qui est déjà qui me tient à cœur, et en plus de ça, c'est vraiment un point qui est important. Ça va être le matériel. Vous êtes sur votre première sortie, premièrement, vous n'êtes pas forcément encore bien équipé, d'accord, mais vous avez des indispensables sur lesquels vous n'allez pas pouvoir échapper, d'accord. Un des items très importants, ça va être, pour moi, un sifflet d'urgence. Un sifflet d'urgence, c'est quelque chose qui peut paraître tout bête, mais c'est vraiment un article qui est très important. C'est-à-dire que je sors jamais sans un sifflet d'urgence. J'ai toujours mon sifflet à portée de main. Même moi qui ai l'habitude et qui passe ma vie en forêt, je suis pas à l'abri de tomber, me casser une cheville et ne plus pouvoir bouger. D'accord ? Donc le fait d'avoir un sifflet d'urgence, ça me permet, au cas où par exemple je vais chuter, je peux pas me relever, je peux plus marcher, je prends mon téléphone, j'ai plus aucun réseau, j'ai un sifflet d'urgence.
comme je vous l'ai dit précédemment, mes proches ont ma localisation approximative. Je prends mon sifflet d'urgence, je siffle. Il y a bien quelqu'un au bout d'un moment qui va m'entendre. Si quelqu'un me cherche, avec le sifflet, il m'entendra. Ça, c'est un petit item tout bête. Ça coûte rien du tout. Vous devez en avoir pour aller sur internet avec 2 €, 2,30 €. Vous allez trouver un sifflet d'urgence. Mais ça peut vous sauver la vie. Donc ça, c'est vraiment un petit produit bien important. Ensuite, couverture de survie. Si je peux te couper, ça sert aussi aux sorties de groupe, le sifflet d'urgence. Quand il y a des activités où on s'éloigne. Oui, ça peut aussi forcément, t'as raison Théo, ça peut aussi être utile. Si vous êtes à plusieurs, il y en a un qui se paume un peu, sifflet d'urgence, voilà, ça peut être utile. Pareil, si vous êtes sur le campement en pleine nuit, il y en a un qui a besoin de partir pour X ou Y raison, le fait, alors là vous n'êtes pas obligé de le faire avec le sifflet d'urgence, mais le fait de siffloter avec toujours un petit peu la même mélodie, nous on fait beaucoup ça avec Théo, c'est-à-dire que s'il y en a un pour X ou Y raison qui a besoin de partir pour aller pisser ou n'importe quoi et que moi je suis un peu en train de dormir dans le duvet, si j'entends du bruit, et bah Théo lui il a l'habitude de siffloter, ou moi je fais la même chose quand c'est le cas inverse. Ça nous permet de pas se dire merde, il y a un animal sauvage ou alors je ne sais quoi qui arrive. D'accord, ça nous permet de rester tranquille et de pas être obligé d'être tout le temps sur nos gardes. Voilà, il s'en va, je l'entends siffloter, je sais que c'est lui, pour le coup ça me permet d'être serein. Ensuite, une trousse de secours. Une trousse de secours, ça peut paraître tout bête encore une fois, mais une trousse de secours c'est très important. Par contre, le contenu de cette trousse de secours, je ne vais pas forcément vous le détailler parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement personnel. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai très rarement des maux de ventre, donc je ne vais pas emporter de médoc de cachet pour les maux de ventre, d'accord ? Par contre, j'ai des grosses migraines régulières, donc là je vais vraiment axer ma trousse de secours sur ce genre de mots, c'est-à-dire que là je vais avoir de l'ibuprofène, etc., etc. Après il y a forcément des pansements, une bande, ça va être aussi par exemple du collyre, ça c'est quelque chose qui est très important, ça c'est un des articles que j'emmenais pas moi au début, et le jour où je me suis mis un éclat de bois dans l'œil, bah, j'étais bien content d'avoir du collyre, sauf que ce jour-là, bah, je ne l'avais pas, donc il a fallu que je rentre. Donc je me suis juré de toujours emmener du collyre à partir de ce moment-là. Donc voilà, essayez vraiment d'emmener, je vous ferai si vous voulez dans une autre vidéo le contenu de ma trousse de secours à moi, mais encore une fois, c'est un peu personnel, donc dites-moi en commentaire si vous avez envie justement que je vous fasse une petite review comme ça de ma trousse de secours. Autre item important, ça va être des vêtements chauds. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri que le temps change, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous n'êtes vraiment pas à l'abri de ça, du vent qui se lève, ou alors une pluie qui n'était pas forcément prévue, il se met à pleuvoir, vous n'êtes pas bien protégé, vous commencez à avoir froid, l'hypothermie ça peut être relativement dangereux, même très dangereux, donc essayez toujours d'avoir un ou deux vêtements de rechange et surtout des vêtements chauds, même si vous êtes en plein été. Théo peut en attester, ça nous est arrivé en plein été de se dire non mais c'est bon, il fait tellement chaud, pas besoin de partir avec trop de vêtements, et puis en fait on s'est retrouvé à avoir limite froid parce que en fait on était parti vraiment trop léger. Je dis pas qu'on était parti sans rien, mais on était parti trop léger. J'essaye toujours d'avoir un sous-vêtement technique par exemple dans mon sac, même en plein été, on sait jamais. Si pour X ou Y raison il commence à faire froid, déjà quand j'enfile le sous-vêtement technique, ça va me permettre déjà de bien régler la situation, d'accord ? Pareil, en termes de duvet, je continue sur la température, en termes de duvet, je préfère partir avec un duvet un peu overkill, donc un peu plus chaud pour la période, plutôt que l'inverse, d'accord ? Je préfère ouvrir le duvet, sortir un pied ou alors enlever une couche de vêtements plutôt que à l'inverse se retrouver avec un duvet trop light et qui pour le coup va faire que je vais avoir froid pendant la nuit, d'accord ? Un autre point qui va forcément être important, ça va être tout ce qui va être téléphone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le téléphone, ça va vous permettre déjà de pouvoir prévenir les secours en cas d'urgence, de prévenir vos proches pour leur dire que tout va bien, c'est important, vous localiser, etc. Partez avec un téléphone
chargé. D'accord? Si possible, essayez de rester sur des spots ayant du réseau. C'est aussi important. Alors à savoir, pour les débutants, même quand votre téléphone est donné pour réseau indisponible, n'hésitez pas, excusez-moi, à contacter quand même, si vous avez besoin, les urgences. À savoir que ça passe par un réseau secondaire. C'est pas parce que vous ne pouvez pas passer un appel à votre pote, à votre mère, à votre femme, etc., que vous ne pouvez pas contacter les secours. Donc, c'est pas parce que vous pouvez pas contacter, voilà, vous hésitez pas, vous essayez quand même en cas de problème. Je vous assure pas que ça va marcher à 500%, mais essayez quand même. Ça, pareil, ça c'est quelque chose qui peut vous sortir un peu d'une situation compliquée. Ensuite, là on va partir sur un item qui peut paraître un peu logique, mais partez avec de l'eau. Forcément, quand je vous dis partez avec de l'eau, c'est partez encore une fois avec un peu plus d'eau que prévu. Vous allez être sur votre première sortie. Si vous n'avez pas forcément l'habitude de marcher avec un sac chargé, vous allez voir que même si ça ne reste que de la marche, c'est pas de la course à pied, etc., mais de la marche chargée avec un peu de dénivelé, des fois vous allez être dans le sable, etc., et bah, physiquement parlant, c'est pas facile. Donc, si vous avez l'habitude quand vous êtes dans une phase, entre guillemets, une journée de repos sans faire d'activité sportive, si vous avez l'habitude de boire 1 litre d'eau, partez avec 1,5 litre, voire 2 litres d'eau. Là, vous êtes sur une première sortie, vous n'allez pas à la performance, vous n'avez pas besoin d'être le plus light possible. N'hésitez pas à partir avec un peu plus d'eau. Ensuite, l'éclairage. Même si vous décidez de ne partir que sur une seule journée et donc 2 jours, prévoyez quand même une lumière au cas où. Une lampe frontale, une lampe torche, mais au moins un objet qui va vous permettre de vous éclairer où il va faire sombre ou si vraiment il fait complètement nuit. C'est très important, encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un éclairage, ça pèse que dalle. Une petite lampe frontale, ça pèse rien, ça coûte pas grand chose, mais au moins ça va vous permettre, en cas de souci, si vous ne pouvez pas rentrer à l'heure, etc., et qu'il se met à faire nuit, bah au moins vous ne vous retrouvez pas complètement comme une chauve-souris. Ensuite, un autre point qui va être important, ça va être forcément la nourriture. La nourriture, le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer au maximum de prendre du plaisir. Donc, partez avec de la nourriture, déjà d'une que vous appréciez, d'accord ? Évitez au possible tout ce qui va être ultra salé, etc. C'est-à-dire grosse charcuterie, gros fromage, etc. Forcément, vous allez avoir très très soif, donc ça va vous faire emmener encore plus d'eau. Donc voilà. Après, chose qui est important avec la nourriture, si vous avez prévu de faire un repas chaud, par exemple avec un feu de bois, et non un réchaud à gaz ou à pétrole, prévoyez quand même des aliments de secours, donc des aliments secs ou des aliments qui se mangent froids, d'accord ? On ne sait jamais, ça se trouve, vous pouvez avoir un problème, vous n'arrivez pas à faire du feu par exemple, et bah si vous n'arrivez pas à faire votre feu et que vous avez prévu que par exemple des pâtes à faire bouillir dans de l'eau, vous pouvez les manger crues. J'ai déjà essayé, c'est pas le top. Donc clairement, voilà, prévoyez quand même un peu de nourriture sec ou qui se mange froid pour pouvoir vraiment pas vous retrouver dans votre sortie à pas manger de toute la journée, quoi. Théo, tu vois un autre truc toi ou pas? Là moi perso, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, hein. On est pas trop mal. Hein. Le point sur la couverture de survie. Ouais, une couverture de survie, c'est vrai que je l'ai oublié. Couverture de survie, important pour à mettre dans la trousse de secours. Alors c'est vrai que je vous l'ai pas dit en même temps, parce qu'en fait, moi, la couverture de survie, je la mets pas avec ma trousse de secours. Ma couverture de survie, elle est tout de suite accessible en haut de mon sac. Donc c'est pour ça que je l'ai zappé, mais bonne remarque, c'est vrai. Couverture de survie, très important pour la température, pour vous signaler, etc. Ultra important. Pareil, une couverture de survie, vous allez trouver ça pour 2 €. Donc partez avec une couverture de survie.
Ensuite, un autre point, ne partez pas trop chargé, d'accord? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ne partez pas trop chargé. Premièrement, vous allez vous fatiguer plus que de raison. Et deuxièmement, en termes de matériel, si c'est votre première sortie, je vous l'assure, vous n'êtes pas obligé d'emporter une scie, une hache, un couteau à bois, voilà, vous n'allez pas pouvoir tout faire lors de votre première sortie. Donc, emmenez le minimum, d'accord? Encore une fois, le but c'est de prendre du plaisir et pas de rentrer le dos complètement pété de votre première session, quoi. D'accord? Alors, un autre point, ça va être la préparation. Alors vous allez me dire, la préparation, la vidéo, c'est justement comment bien préparer sa première sortie bushcraft. Non, quand je dis préparation, ça va être un peu la préparation en amont. La préparation, par exemple, de l'utilisation de vos outils. Si vous n'avez jamais utilisé une hache, une scie ou alors un couteau style outdoor, survie ou un couteau de bushcraft, évitez au maximum d'utiliser ces outils-là lors de votre première sortie. D'accord ? C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose à faire de se mettre à couper du bois avec un outil très tranchant. Encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, à une heure de toute civilisation. Donc au maximum, essayez, si vous le pouvez bien sûr chez vous, si vous avez une hache, si vous avez une scie, si c'est des outils que vous avez envie d'emporter avec vous lors de votre première session, utilisez-les en toute sécurité chez vous, d'accord? Entraînez-vous à la maison, à les manipuler, ça vous permettra en plus de ça de bien les connaître, de les entretenir, etc. etc. Et puis surtout, vous allez être à l'aise. Plus vous allez utiliser, plus vous allez être à l'aise. Et ça, à savoir que quand on est en pleine sortie, ça va être pareil dans le sport, etc. etc. Avec la fatigue, nos compétences baissent réellement. Donc moi je pars du principe qu'en fait rien n'est acquis. Et partir de ce principe-là, ça permet vraiment de rester tout le temps attentif. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait confiance, et je vivais à la campagne quand j'étais gamin, et pour le coup à 6-7 ans mon père m'a donné une petite hachette et j'ai commencé à couper du bois à 6-7 ans. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment des pratiques que je fais depuis que je suis tout petit, mais c'est pas pour autant que je les prends pour acquis. C'est-à-dire que quand je manipule une scie ou quand je vais manipuler un couteau ou n'importe quoi, et ben je pars toujours du principe que c'est une activité que je ne maîtrise pas à 100%. Ça me permet de rester attentif et de ne pas me blesser au maximum. Donc essayez d'en faire autant. C'est pas parce que vous avez réussi à couper 3 bouts de bois que vous êtes le bûcheron de l'année. Donc faites bien attention, entraînez-vous chez vous si vous le pouvez avant de faire votre première sortie. Ensuite... Mais peut-être que je me permets de te couper. Moi le premier, tu m'as initié dès ma première sortie à savoir utiliser un couteau. Pour ceux qui vont faire leur première sortie, comment ils peuvent s'entraîner ou en tout cas prendre des précautions pour utiliser un couteau? Parce que dans le monde du bushcraft, c'est la première chose qu'il faut avoir avec nous, un couteau. Est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là pour ceux qui vont faire leur première sortie? Bah après, c'est tout simple. Si je vous donne un exemple ici, vous voyez, ça c'est mon fidèle Larsfalt de chez Castrum, un petit clin d'œil à Gaël, mon poteau de chez Résilience Nordique. Vous trouverez le lien en description. De toute façon, à chaque fois que je vous montrerai un article, vous aurez le lien en description. Par exemple, c'est vrai que nous on utilise toujours dans la vie de tous les jours des couteaux de table. Les couteaux de table, on les met très rarement à sa ceinture. D'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer à utiliser un couteau outdoor, pour le coup, vous allez le porter à la ceinture. Mais dû à l'emport, il va falloir le sortir de son étui. Donc quelque chose à faire attention, ça va être par exemple quand vous allez sortir votre lame, de ne pas avoir un doigt qui traîne au-dessus de l'ouverture de votre étui. D'accord? Parce que sinon, forcément, je vais pas vous le faire sinon je vais me couper parce que c'est un vrai rasoir. Quand je vais sortir ma lame, je vais me blesser. Donc ça, même à partir du moment où vous allez sortir votre couteau de son étui,
c'est ce qu'on appelle lame au clair, donc c'est-à-dire que votre lame n'est plus dans son étui. Là, il va falloir tout de suite faire attention, d'accord? Ensuite, l'autre précaution, c'est que par exemple, je dois absolument tenir fermement mon couteau. Je ne vais pas prendre le couteau du bout des doigts, je ne vais pas non plus prendre mon couteau comme ça. Voilà, on est vraiment sur des outils qui se manipulent avec précaution. Ensuite, un point qui va aussi être important, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ne posez pas vos couteaux, vos haches, vos scies n'importe où, d'accord? Ça a failli m'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait une grosse sortie avec Théo sur 2 jours et on a énormément marché. On a fait plus de 35 km chargés à 20 kg, plus le montage du camp, etc. On était très fatigués parce qu'on bosse beaucoup. Et pour le coup, le soir, sans le faire exprès, j'ai posé mon couteau juste à côté du siège que je m'étais fabriqué. Et en fait, je l'ai un peu oublié. Et en me relevant pour aller me coucher, j'ai pas fait attention et j'ai marché dessus. Donc là, c'est quelque chose de tout bête, ça peut paraître anodin, mais sur un couteau comme ça, si par exemple j'avais voulu ramasser quelque chose par terre et que j'aurais pas eu la chance de le voir, j'aurais pu me blesser. Donc faites vraiment attention quand vous manipulez ce genre d'outils, que ce soit un couteau, une scie ou alors par exemple une hache. C'est vraiment des outils qui s'utilisent avec précaution. Donc entraînez-vous au maximum chez vous. Laissez toujours, dès que vous n'utilisez plus l'outil, rangez-les bien dans leurs étuis, que ce soit un étui de hache, que ce soit une scie fermée ou que ce soit un couteau dans son étui. D'accord? Ensuite, un autre point qui va être très important, ça c'est quelque chose qu'on s'efforce vraiment de faire avec Théo, c'est de partir en se donnant des objectifs. Pour moi, se donner des objectifs, c'est progresser. Déjà, sans objectif, les phases de progression sont compliquées parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on arrive sur sa session, mais on ne sait pas vraiment si on a envie de créer un abri ou si on a envie, par exemple, de faire un pare-feu ou n'importe quoi. Donc, partez avec des objectifs bien établis dès le début. Il vous faut des objectifs, entre guillemets, facilement atteignables. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre première session, ne vous fixez pas comme objectif la construction d'une cabane, 3 pièces, un jacuzzi, une cheminée, etc. Non, des objectifs réalisables. Ça peut être par exemple réaliser son premier feu, d'accord, pour se nourrir, ou pour se réchauffer, ou pour le plaisir d'ailleurs. Ça va être se tendre un tarp, par exemple, ou aussi monter un pare-feu, épointer un bout de bois ou ébrancher, etc. Ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet de progresser et ensuite, au fur et à mesure de vos sessions, vous allez pouvoir vous dire, bon bah voilà, au début j'avais du mal à faire le feu, la première sortie, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi la deuxième, etc., etc. Et ça vous permet de voir votre phase de progression et ça va vous donner des objectifs pour avoir envie de continuer. Donc ça, c'est très important. Tu vois un autre truc, Théo, ou tu penses qu'on est bon? Je pense qu'on est bon sur les points qu'on voulait aborder. Et je pense que ce qui pourrait être sympa de faire, ça serait de leur proposer un petit défi, eux de leur côté. Ça serait de nous envoyer sur les réseaux, sur un hashtag qu'on va mettre en commentaire, leur premier défi. C'est pas bête. C'est pas et bête. on peut leur donner quelques défis à réaliser avec cette première vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. On pourrait faire ça, ouais. On va mettre en place un hashtag, pour le coup, sur Instagram. Et comme ça, vous allez pouvoir nous partager déjà vos plus belles photos lors de vos premières sorties. Et puis, on peut aussi vous donner des idées, justement, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire son premier feu, tendre son premier tarp, etc. Ouais, bonne idée. Ça. T'as des bonnes idées, toi, des fois, quand même. Hein, bon, allez, on va passer au 4e point. Le 4e point, entre guillemets, c'est celui... c'est vraiment le... C'est bon, on est là, c'est le départ. Enregistrez votre position de départ, envoyez-la à vos proches, et l'aventure commence. C'est parti. Allez, à la prochaine.